Bonjour à toutes et à tous, déjà. Merci de me témoigner votre confiance en étant assis dans cette salle. On va parler des 10 fondamentaux de l'IA. Alors, il y a plusieurs manières d'aller adresser un sujet comme ça. Soit on en parle, et c'était plutôt le choix que j'avais fait au départ, de manière très générale, un peu experte, etc., etc. Soit effectivement, on en parle de manière beaucoup plus personnelle, individuelle. Euh, et c'est le choix qui a été fait finalement avec l'organisation, et avec le recul, je me rends compte qu'ils ont eu raison. Donc on va y aller crescendo. Donc ce sont les 10 fondamentaux pour intégrer l'IA. Intégrer l'IA, ça peut s'entendre de deux manières. Intégrer l'IA dans votre travail, à chacun, dans votre quotidien professionnel, à chacune et chacun, ou l'intégrer dans la structure. Faut faire un choix, parce qu'à un moment donné, si je parle des deux, c'est pas 45 minutes qu'il faut, c'est une après-midi. Et j'adorerais vous avoir toute l'après-midi, mais il paraît qu'il faut que je partage avec les autres intervenants. Donc voilà, déjà que je partage pas la scène, vous avez remarqué, je suis tout seul. Voilà, c'est ma petite, ma petite coquetterie. Donc là, on va parler beaucoup d'individuel, on va parler beaucoup de posture, on va parler beaucoup de relations avec cet outil qui est très particulier. Moi, ce que je voudrais, en tout cas, en sortant de cet atelier-là, c'est que vous ayez, comment dire, une vision bassement outil de l'intelligence artificielle. Voilà. Et qu'on sorte un peu de tout le fantasme, toute la magie autour de ça, etc. Et on finira bien sûr sur l'intégration de ce type de technologie dans une organisation, et ça sera le point 10, qui sera peut-être le point le plus global en fait de tous les autres. Bon, ça, je vous le fais pas, parce que si vous avez déjà vu des ateliers IA ce matin, on vous l'a dit, c'est la révolution. Vous n'avez plus le choix, il faut y aller, c'est maintenant. Si vous n'alliez pas, vous allez tous mourir. D'accord? Donc, oui, cela dit, je plaisante, mais effectivement, c'est une révolution. Globalement, dites-vous que l'IA qu'on vit aujourd'hui, c'est l'équivalent de ce qu'était Internet en 2004. Quand vous voyez ce qu'est devenu Internet aujourd'hui, et je ne parle pas de ce que vous avez sur votre navigateur, mais aussi le fait que vous faites vos courses par Internet, que vous déclarez vos impôts par Internet, que votre voiture est connectée à Internet, votre montre est connectée à Internet, que je déclare l'URSSAF par Internet avec une joie non dissimulée. Et du coup, tout ça, en fait, vous réalisez qu'Internet, c'est glissé dans toutes les phases de notre vie. Et ça va être pareil pour l'IA. Donc oui, c'est pas juste une technologie. Oui, c'est pas juste un effet de mode. C'est quelque chose qui va bouleverser notre manière de travailler, notre manière de se soigner, notre manière de penser aussi quelque part un peu le monde, les distances, etc., la démocratie, plein de choses. Il y aurait plein de sujets à aborder, mais disons qu'on est dans le tourisme et qu'on est dans le cadre professionnel, donc on va en rester là. Par contre, si vous voulez parler d'autres sujets plus larges autour de l'IA, avec plaisir, je ferai cet échange avec vous. L'objectif, je vous l'ai dit aujourd'hui, c'est de comprendre déjà qu'est-ce que c'est que cette technologie. Parce que moi, ça, c'est une conviction que j'ai depuis que j'ai 18 ans, quand j'arrivais pas à faire des démarrages en côte pendant mes heures de conduite, et que mon père m'a dit « Attends 2 secondes, je vais t'expliquer comment marche un embrayage ». Et à partir de là, ça a été fini, j'ai plus jamais raté un démarrage en côte. Puis en plus, maintenant, ma voiture le fait toute seule, donc voilà. Mais tout ça pour vous dire qu'en fait, il faut comprendre quelque chose pour avoir la bonne posture et la bonne utilisation de cet outil-là. Et c'est important de commencer par là. On va détailler un peu les clés du déploiement dans votre quotidien, et on va, j'espère, répondre à vos questionnements sur cette technologie-là qui, quelquefois, paraît tellement polymorphe qu'on a du mal à l'appréhender. Donc, voilà ce que vous avez au programme. Enfin, en tout cas, je l'espère, que c'est tous ces aspects-là que vous allez comprendre et appréhender à travers cette prise de parole. Premier point fondamental, on ne traîne pas, choisir ses outils. Parce qu'effectivement, vous n'êtes pas sans le savoir, il y a des IA génératives de texte, il y en a plein. Les IA génératives d'images, je ne vais pas forcément les aborder là, je les aborde dans l'atelier juste après, à 16h. Donc si vous voulez me revoir à nouveau seul sur scène, je vous invite à venir à l'atelier de 16h. Les outils, alors il y en a plusieurs, je vous ai pris les 4 principaux malgré tout. Donc on va parler de ChatGPT. ChatGPT, alors c'est le leader du marché. Alors ça veut un peu rien dire, parce qu'aujourd'hui c'est un marché qui est quand même dopé énormément au financement, à l'investissement. Aucune de ces sociétés-là n'est rentable, à part, on va parler de Google après, eux, ils sont rentables, mais depuis très longtemps, mais pas grâce à l'IA. Donc leader du marché dans le sens celui qui a le plus d'utilisateurs, celui qui donne un peu le là du marché. Voilà, celui qui, quand il sort une fonctionnalité, en général, cette fonctionnalité, on la retrouve chez les autres acteurs. Ça ne veut pas dire pour autant que c'est la meilleure IA générative de texte que vous pouvez trouver. Cependant, aujourd'hui, quand j'interviens en entreprise parmi vous, entreprise du tourisme, institutionnelle du tourisme, quand on me dit mais du coup je paye laquelle, même si c'est peut-être pas celle que moi j'utilise le plus,
je recommande quand même toujours ChatGPT. Voilà, si vous devez prendre un abonnement, pour moi, c'est celui-là. Pourquoi? Parce que c'est l'IA qui a pour moi le périmètre fonctionnel le plus large. D'accord? Vous allez pouvoir générer du texte, des images, vous allez pouvoir lui envoyer des fichiers MP3, du PDF, des documents Word, tout ce que vous voulez. Vous avez les GPTs, qui sont les petites bulles que vous voyez sur le côté à gauche, qui sont des sortes de mini GPT, mini chat GPT que vous allez pouvoir conditionner à une tâche en particulier, une sorte de début d'automatisation. Vous avez les projets aussi qui sont très intéressants. Vous avez beaucoup de choses pour 20 $. Et c'est une IA qui est à peu près bonne partout. Comme je vous le dis là, la rédaction, c'est pas non plus son fort quand même, on va pas se mentir. Dès que vous lui dès que vous lui mettez dans le prompt, dans votre demande, que c'est un texte pour le tourisme, alors là, ça va être niché dans un paradis de verdure, noyé d'air iodé, etc. Enfin voilà, il en fait trop, il est too much. Mais ça peut se gérer, d'accord. Dans votre demande, vous allez pouvoir gérer ça. Donc c'est pas l'IA qui rédige le mieux. C'est pas l'IA qui est capable de traiter le plus de documents non plus. C'est-à-dire si vous commencez à lui mettre 4 PDF de 600 pages ou de 300 pages, vous allez voir que rapidement, quand après vous allez analyser ces PDF avec l'IA, vous allez arriver à ce qu'on appelle la limite du contexte. Pour aller traiter des gros PDF, moi j'ai plutôt tendance à en utiliser une autre. Mais globalement, on va dire que c'est un peu le SUV de l'intelligence artificielle, quoi. Vous n'allez pas tomber amoureux, mais vous n'aurez pas de mauvaise surprise non plus. Et vous aurez une IA qui vous servira tous les jours dans toutes vos tâches. Ensuite, on a Gemini. Gemini, donc c'est l'IA générative de texte de Google. Moi, je l'aime bien. Alors déjà, si vous ne payez pas, c'est celle qui a le périmètre fonctionnel le plus large en gratuit. En plus, vous y avez accès en payant, simplement en achetant quelques téras de stockage en plus sur votre Google Drive, si vous utilisez déjà Google Drive dans la structure. Donc finalement, vous ne payez pas que pour ça, il y a quelque chose de plus large. Sa grande force, c'est sa capacité à traiter énormément de données. D'accord ? Le contexte, je vous en ai parlé. Bon, globalement, dites-vous que le contexte en IA, c'est une sorte d'espace de stockage disponible par conversation. D'accord ? Alors là, s'il y a des techniciens dans la salle, vous êtes en train de vous tirer une balle, mais c'est pas très grave. Et ça se mesure en token. D'accord ? Imaginez que le token est à la taille du contexte, ce que le kilo est à mon poids. C'est-à-dire quelque chose que je surveille régulièrement, mais contre quoi je ne peux rien faire. Et du coup, là où ChatGPT va avoir, selon les modèles, entre 175 000 à 250 000, en tout cas pour ceux qui sont accessibles via son interface, tokens de contexte, Gemini va avoir 2 millions. Boum. Donc effectivement, vous pouvez lui mettre du PDF, du PDF, du PDF, et il va vous aider à les analyser, etc., etc. Donc moi, je l'utilise beaucoup pour ça. Au niveau de la rédaction, il n'est pas génial non plus. C'est l'inverse de ChatGPT. Autant ChatGPT, c'est vraiment l'IA américaine, donc tout est awesome, revolutionary, voilà, etc. Autant Google, c'est l'IA ingénieur, quoi. C'est froid, boum, voilà, ton texte, c'est ça, paf, prends-le. Alors après tout ça, vous demandez un ton, un style, etc. Il n'y a pas de souci, vous allez pouvoir adapter, mais c'est pas forcément sa force. Claude, par contre, lui, c'est ça, il le fait très très bien. Claude, c'est la meilleure IA pour rédiger, clairement. Après, la problématique de Claude, elle est ailleurs. Moi, ça fait partie des IA que je payais à une époque parce que je la trouvais hyper intéressante. Je reste aujourd'hui persuadé que ce modèle est peut-être le meilleur modèle disponible, le 3.7 Sonnet. Mais le problème, c'est que quand vous payez 15 $, vous lui donnez un PDF de plus de 40 pages et il vous dit oh, ça va, non, tu veux pas que je bosse aussi? Donc, ça bloque. Voilà. Donc, moi, je ne paye pas 15 $ par mois pour qu'une IA me dise, quand je lui mets un PDF de 40 pages, que ouais, c'est un peu gros quand même. Moi, je suis désolé, j'ai des prestats, quand ils font des réponses à des marchés publics, ils m'envoient des PDF de 345 pages. Donc, j'y suis pour rien. Mais voilà. Donc, à partir de là, moi, je l'utilise surtout, par exemple, je vais travailler avec ChatGPT ou Gemini. Ce travail débouche sur la rédaction d'un texte. Je prends le texte, je le colle dans Claude et je le fais re-rédiger dans Claude pour qu'il soit plus agréable à lire, plus fin. Et d'ailleurs, Claude écrit vraiment très, 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 très bien. J'ai marqué, alors en haut, je vous ai marqué avec des gros guillemets, IA générative qui se veut éthique. Parce qu'en fait, donc, ils nous disent que la première donnée sur laquelle on entraîne notre modèle, c'est la Déclaration universelle des droits de l'homme. Ok, super. Et derrière, tu lui mets des terras de données par-dessus. Donc, je ne suis pas sûr que ça change tout. Il n'empêche que ça reste l'IA qui est la plus neutre dans ses réponses, qui est, je trouve, la plus élégante dans ses réponses. C'est une IA très douce, quoi. C'est une IA, c'est un petit cocon, Claude. Mais pour moi, il y a des limites un peu problématiques, en tout cas dans mon usage pro. Et le dernier, c'est notre petit champion français, Mistral. Alors, Mistral, donc déjà, parler de Mistral, ça veut tout dire et rien dire, mais encore une fois, je ne peux pas aborder tous les sujets. Mais disons que la version Le Chat de Mistral, qui se veut être le concurrent de tous ces acteurs-là,
Moi, c'est celle que j'utilise à titre perso, c'est-à-dire pour mes besoins personnels, privés. C'est pas celle que j'utilise à titre professionnel. Je suis plutôt sur Gemini me concernant parce que je fais beaucoup d'analyses de documents. Parce que IA française, parce que des data centers en Europe, même s'ils n'ont pas que des data centers en Europe. Voilà, aucune de ces IA au fait est RGPD compliant. Hein. Donc les données personnelles de vos clients, vous ne les mettez pas dedans. Les données personnelles de vos collaboratrices et collaborateurs, vous ne les mettez pas là-dedans. Et les données personnelles des gens qui postulent chez vous, qui vous envoient des CV, etc., vous ne les mettez pas dedans non plus. Si vous voulez faire de l'analyse de CV avec ce genre d'outils, vous anonymisez les CV. D'accord ? Vous n'avez pas le droit de mettre de données personnelles dans ces outils-là, même dans Mistral, même si Mistral est une IA française. Donc c'est une très bonne IA, honnêtement. Pour mon besoin perso, elle me suffit largement. Pour le pro, pour moi, il me manque... Madame, ouais, toi, tu as le droit, ça fait. On travaillait ensemble il y a 20 ans, donc hein, tu as ton petit passe-droit, il n'y a pas de souci. Donc, bon, du coup, je ne sais plus où j'en étais. Mais oui, pour le professionnel, il me manque un peu, pour moi, certaines fonctionnalités. Je vous ai parlé des GPTs chez ChatGPT, le mode projet, la recherche approfondie, qui est quelque chose de génial aussi. Voilà, il me manque un peu de périmètre fonctionnel autour de Mistral, même si, avec ces outils, là, comme vous le voyez en dessous, il a un potentiel qui est intéressant. Mais voilà, à mes yeux, en tout cas, pour le perso, oui, parce que je n'ai pas envie d'expliquer à ChatGPT où est-ce que je vais passer mes vacances et qu'est-ce que je veux faire, etc. etc. Donc j'utilise plutôt Mistral. Par contre, pour le pro, pas forcément. Donc ça, c'était le choix des outils. On en a 10 à faire, hein, donc je suis désolé, j'y vais un peu vite. Le deuxième point fondamental, c'est comprendre le fonctionnement. Je vous l'ai dit, on n'utilise bien que ceux qu'on comprend bien. Donc là, je vais vous faire juste 3 slides pour vous expliquer comment cela fonctionne. Il y a un message à retenir. L'IA ne comprend rien à ce qu'elle écrit. Point. Voilà. Déjà, retenez ça. Vous pouvez fermer les yeux pour les 3 prochaines slides. Si vous retenez ça, c'est bon, vous avez compris le message. Comment ça fonctionne? Alors, pas l'IA en elle-même, mais une IA type ChatGPT, Gemini, c'est-à-dire une sorte de chatbot motorisé par l'IA. Globalement, vous êtes en haut à droite, d'accord? Vous avez rédigé votre petite demande utilisateur, ce qu'on appelle le prompt. Votre prompt, il va arriver, vous l'avez envoyé à un ChatGPT. En fait, vous ne l'envoyez pas à ChatGPT, vous l'envoyez à ce qu'on appelle un LLM, un Large Language Model, qui est le principal composant d'une IA générative de texte. Ce Large Language Model, il a été entraîné sur plein de données, on le sait, sans respecter les droits d'auteur, etc., etc. Ils ont fait ça à l'américaine, ils ont pris le bulldozer, ils y sont allés, puis ils ont dit on verra bien ce qui se passe. Et ce LLM, il sert à quoi? Il a 2 objectifs, il y a 2 choses qu'il sait faire. Il maîtrise le langage naturel et il sait prédire des mots en fonction d'un contexte. Donc, vous faites votre demande, la demande, elle arrive dans le LLM. Forcément, il maîtrise le langage naturel, il comprend ce que vous avez écrit, parce que même si vous n'avez pas fait trop d'efforts, il le comprend, mais faites de l'effort, on verra pourquoi tout à l'heure. Il va utiliser toutes ces données d'entraînement, alors que j'ai mis à l'extérieur ici par souci de compréhension, mais en fait, les données d'entraînement, c'est comme nous, notre cerveau, c'est le même organe qui sert à stocker la donnée et à l'utiliser, d'accord? Le LLM, c'est pareil, les données d'entraînement, en fait, elles sont en lui. C'est pas une base de données là, qui va adresser. Il remonte des données intéressantes pour vous répondre, il vous rédige une réponse, il vous envoie la réponse. À partir de là, vous avez le fonctionnement de ChatGPT. Ce qu'il faut retenir, c'est la seule chose dont je ne vous ai pas parlé, c'est ce qu'il y a écrit en dessous. C'est un système probabiliste. Ça veut dire qu'en fait, un LLM, c'est un logiciel informatique. Pas vraiment un logiciel, mais vous comprenez ce que je veux dire. Donc, ça ne manipule pas des mots, c'est pas pensé pour ça. Un logiciel informatique, ça manipule des chiffres, du code, etc., etc. Donc l'IA, en fait, elle va faire un calcul de probabilité. Pour vous donner un exemple, pour que vous compreniez, vous prenez votre téléphone portable, vous envoyez un texto. Vous avez vu que votre clavier vous propose des mots. C'est exactement le même système. D'accord? Donc si moi, à 19h, 19h30, je rédige un texto pour ma femme et je commence à écrire « je m'arrête acheter du », mon clavier va me proposer pain. D'accord? Il ne va pas me proposer diamant, Rolls-Royce, Rolex, etc. Il va me proposer du pain. Okay? Ouais, je sais. Toi, tu as eu un coup de téléphone de ma femme. Du coup, comment on fait votre clavier pour faire ça? C'est pas compliqué, il fait un calcul statistique qui se base sur 2 éléments. Un, les règles d'orthographe et de grammaire française, pour que le mot soit correct, que tout ça ait du sens et que ce soit correctement accordé, etc. Et l'historique de vos textos. Et grâce à ça, il arrive à construire un calcul statistique qui lui fait dire que pain est le mot qui a le plus de probabilité. Là, qu'est-ce qui se passe? L'IA est en train de vous répondre, elle écrit « La France est un grand » et elle a plusieurs possibilités, pays, centre, foyer, acteur, leader. Et on voit que pays est quelque part le mot qui a la meilleure note. Donc, il rajoute pays à la phrase.
Et l'IA fait ça jusqu'à ce qu'elle ait fini de vous produire sa réponse. Et donc là, on arrive à un moment où elle a choisi, enfin elle n'a pas choisi, c'est le mot mode qui a eu la meilleure note. Pourtant, si on se prend un contexte neutre, d'accord, la mode et la gastronomie ont autant d'importance en France. On est autant un grand pays de la mode qu'un grand pays de la gastronomie. Pour autant, mode, là, dans le calcul qu'a fait l'IA, a eu une meilleure note que gastronomie. Pourquoi ? Tout simplement du fait de votre demande, de votre prompt, du contexte que vous avez posé. Si vous avez posé un contexte qui est dans le vestimentaire, l'habillement, etc., ben mode aura une meilleure note que gastronomie. Et inversement, si vous avez mis un contexte recette de cuisine, alimentation, etc., ça sera gastronomie. Donc en fait, vous avez un rôle primordial dans le calcul statistique que va faire l'IA pour écrire un texte auquel elle ne comprend strictement rien. Ça veut dire quoi si je reprends ce schéma ? Dans les données à gauche, là, dans la boîte noire, vous avez l'intégralité des connaissances de l'humanité. Okay, ils ont tout absorbé, ils ont tout pris, etc., etc. On est à peu près d'accord, à tel point qu'aujourd'hui, ils les entraînent avec des données synthétiques, c'est-à-dire qu'ils génèrent des données avec des IA pour entraîner les prochaines IA. Parce qu'il n'y en a plus, ils ont tout pris. Donc, pas de pression, mais quand vous ouvrez ChatGPT ou une autre et que vous commencez à taper votre premier message, ce que vous tapez en tant que demande a autant d'importance dans le calcul de l'IA que l'intégralité des connaissances de l'humanité. Donc, il va falloir faire un petit effort dans la manière dont vous demandez les choses à l'IA. Parce que l'IA, c'est le principe garbage in, garbage out. Question bête, réponse bête. Question simple, réponse simple. Question complexe, structurée, pointue, argumentée, réponse de qualité. Point. Donc, ça fait ce petit calcul. Alors, j'ai fait un petit jeu avec ChatGPT. Je lui ai dit, ouais, quand je suis en formation et que j'explique aux participantes et aux participants que les IA génératives ne comprennent rien à ce qu'elles écrivent, la plupart ont du mal à me croire, en fait, parce que les textes ont l'air hyper sensés. Je lui ai dit, est-ce que tu pourrais me produire un texte qui va leur initier encore plus le doute par rapport à ça ? Et il m'a écrit ce texte-là. Lorsqu'au crépuscule, le soleil étend doucement ses derniers rayons sur l'océan, chaque vague devient une symphonie silencieuse. Ce moment fragile où le ciel hésite entre l'or et l'indigo porte en lui toutes les histoires du monde. L'horizon semble murmurer des secrets anciens aux âmes attentives, tandis que l'air chargé d'iode réveille des souvenirs oubliés. Dans cette beauté éphémère, l'humain retrouve quelque chose d'essentiel, presque primitif, une connexion subtile entre son propre souffle et le rythme éternel des marées. Voilà. Donc il a écrit ça, il n'y comprend rien, je ne lui ai même pas demandé de le faire, moi je lui ai dit fais-moi une démo. Voilà. Et c'est ça qu'il a choisi, et il n'a fait qu'aligner des mots selon un calcul. Il n'a rien compris à ce qu'il a écrit. Mais le plus intéressant, c'est ce qu'il a complété derrière. Il m'a expliqué. Et il me dit, ce texte que vous venez de lire n'est qu'une suite de mots sélectionnés par un calcul statistique, un jeu sophistiqué de probabilité. Malgré cela, vous avez peut-être ressenti quelque chose de profond, voire d'intime. La magie des intelligences artificielles et génératives réside précisément là, transformer une prédiction mathématique en une expérience émotionnelle authentique, révélant ainsi l'infinité des possibles dissimulés derrière chaque mot. Et ça, on y reviendra, parce que ça fera l'objet du point d'après, je crois. Non, du point d'après après. Sur pourquoi il faut changer sa posture face à ces outils. Donc, premier élément, l'IA ne comprend rien à ce qu'elle écrit, c'est juste un calcul mathématique. C'est un outil informatique qui fait des maths, c'est comme ça. Troisième point fondamental, comprendre votre propre importance dans le process. Une IA, elle a besoin de données pour fonctionner, d'accord ? Elle a aujourd'hui 4 sources de données possibles. La première, ce sont ses données d'entraînement. D'accord ? C'est à partir de là qu'elle va avoir le maximum de données pour faire ses calculs statistiques et vous rédiger un texte. La deuxième, c'est son accès à Internet. Si elle estime nécessaire ou si vous lui demandez, l'IA peut aller sur Internet, chercher des données pour compléter ces données d'entraînement. La troisième, c'est les documents que vous lui transmettez. Quand vous faites un prompt, une demande à l'IA, vous pouvez joindre, comme sur un mail, un PDF, un Word, un PowerPoint, de la donnée CSV, ce que vous voulez. Ça va être de la donnée en plus qui va lui permettre de vous répondre. Plus il a de la donnée, plus il a de la donnée de qualité, plus il a de la donnée pertinente et plus sa réponse sera pertinente. Mais il y a une quatrième source de données. Et cette quatrième source de données, c'est la plus importante. Parce que c'est facile en fait de lui joindre des documents. C'est facile de lui dire va chercher sur Internet. C'est facile qu'il aille tout seul chercher ses données d'entraînement. Mais il y en a une, c'est la plus importante. C'est celle dont vous avez la responsabilité et c'est celle qui va avoir le plus d'impact sur la qualité de l'IA. Cette source de données-là, c'est vous. Votre expertise métier, l'expertise de votre destination, l'expertise de votre entreprise, l'expertise de vos clients. Parce qu'il faut comprendre que l'IA, elle ne peut avoir accès à des données, par exemple, de votre entreprise de destination publique. D'accord ?
votre stratégie marketing, quelle clientèle vous avez prévu d'aller toucher en priorité l'année prochaine, quels sont les leviers de développement que vous avez identifiés, etc., etc. Tout ça, l'IA, elle ne peut pas le savoir. C'est présent nulle part sur Internet. Si vous lui avez transmis dans un document, très bien. Vous lui avez donc transmis votre document stratégique 2025-2030 et tout, ok, elle les a. Mais ce n'est peut-être pas le cas. L'expertise professionnelle, votre expertise, elle ne l'a pas non plus. En fait, partez juste d'une idée simple. Quand on pense que l'intelligence artificielle est intelligente, on confond deux choses. On confond l'intelligence avec le savoir. Une IA n'est pas intelligente, elle est savante. Mais ce n'est pas la même chose. L'intelligence, c'est comment j'exploite un savoir pour atteindre un objectif. C'est ce que vous faites tous les jours. L'IA, elle ne sait pas faire ça. En tout cas, pas comme nous et pas les modèles d'IA classiques. Il y a les modèles d'IA à raisonnement, mais on en reparlera, il y a un autre atelier demain. Donc, elle n'est pas intelligente. Si je demande à ChatGPT quels sont les 10 critères les plus pertinents pour évaluer un CV, il va me donner les 10 critères les plus pertinents pour évaluer un CV. Aucun problème. Par contre, si je lui dis « évalue ces CV », vous n'avez aucune garantie qu'il utilise ces 10 critères-là. Ce n'est pas ce que vous lui avez demandé. Ce n'est pas ce pourquoi il a été programmé. Il a été programmé pour vous donner une réponse le plus rapidement possible. Il n'a pas été programmé pour vous donner la réponse ultime. Donc, ce n'est pas parce qu'il sait quels sont les critères d'évaluation d'un CV qu'il va mobiliser ces critères-là pour vous répondre. Donc, c'est là que vous entrez en jeu. C'est là que vous lui donnez de la méthode. C'est là que vous lui donnez de l'intelligence. Dans intelligence artificielle, l'intelligence, c'est vous. D'accord ? D'abord, c'est un abus de langage. Intelligence, ça ne veut pas dire intelligence. Ça veut dire données, information, renseignement. D'accord ? Ça ne s'appelle pas une smart artificial, smart je ne sais pas quoi. Donc, gardez bien ça en tête. Vous êtes important dans le process parce que l'IA n'est pas forcément intelligente dans l'exploitation de ces vastes connaissances. Oui, elle est plus savante que vous. Elle a beaucoup plus de savoir, d'informations, de données que vous. Mais elle n'a pas l'intelligence de l'exploitation de ça. Et ça, c'est vous qui devez l'amener à travers votre prompt, à travers votre demande. Et c'est pour ça que c'est à ça qu'on vous forme majoritairement. Parce que c'est par là que passe la valeur. Quatrième point fondamental, changer de posture. Celui-là, je l'adore, c'est mon préféré. Voilà. Parce qu'en fait, on parle beaucoup de techno, on parle beaucoup de faire des choses, mais en fait, c'est avant tout dans votre tête qu'il doit se passer un truc. Est-ce que vous diriez merci à votre cafetière le matin quand elle vous fait du café? Oui? Bon, alors, vous avez un problème plus global avec la technologie, mais on en reparlera si vous voulez. Hein. Ouais, ou avec le café, ouais, exactement. Quand vous allez commencer à perdre cette envie de remercier l'IA quand elle a fait quelque chose, vous allez commencer à rentrer dans la bonne posture. L'intelligence artificielle est un programme informatique. D'accord ? Vous ne dites pas merci à Word quand il vous corrige vos fautes d'orthographe. Vous ne dites pas merci à Excel quand la formule elle fonctionne. Vous dites peut-être merci à votre cafetière, mais vous n'êtes peut-être pas très nombreux ici. Donc, il y a un vrai sujet là-dessus. Ça paraît comme ça anodin. Ce n'est pas anodin, en fait. Ce n'est pas anodin. Il faut sortir de cette relation à l'IA. Le problème, c'est quoi? Si on reprend... Qu'est-ce que je vous ai mis après? Parce que je vais être sûr de ne pas l'avoir mis après. Voilà, si je l'ai fait, je suis un génie. Si on reprend l'explication... Tout va bien sinon. Si on reprend l'explication que nous a donnée ChatGPT tout à l'heure, c'est la deuxième partie ici qui m'intéresse. Quand il dit « Transformer une prédiction mathématique en une expérience émotionnelle authentique, révélant ainsi l'infinité des possibles dissimulés derrière chaque mot. » La problématique de la posture qu'on a avec l'IA, c'est lié au fait qu'elle maîtrise le langage. Et pour nous, êtres humains, le langage, c'est un des fondements principaux de notre identité. C'est ce qui nous différencie des animaux. Le singe ne parle pas, on parle. C'est ce qui fait qu'on s'estime race supérieure dans le règne animal depuis la nuit des temps. Et qui du coup fait que notre planète est en train de cramer, etc. Mais c'est un autre sujet, on y reviendra une autre fois. Donc, cette posture-là, il faut en sortir parce que cet outil-là maîtrise le langage, certes, mais il ne maîtrise pas tout ce que nous, êtres humains, on met derrière le langage. Le langage, c'est ce qui nous permet d'exprimer nos émotions. Le langage, c'est ce qui nous permet d'exprimer notre colère. C'est ce qui nous permet de construire une réflexion. C'est ce qui nous permet de faire société. Mais pour l'IA, ce n'est pas ça. Pour l'IA, le langage, c'est le fruit d'un calcul mathématique. Mais nous, pauvres êtres humains, quand l'IA nous dit oui, voilà, j'ai fait ça, et tac, 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 elle nous sort un texte parfait. Ben, comme elle maîtrise le langage, on la met dans un champ symbolique qui n'est pas celui où elle doit être. Et on a envie de lui dire merci.
Et le problème, c'est pas tellement le problème de si vous êtes quelqu'un un peu fragile émotionnellement, vous allez tomber amoureux d'une IA, etc. Ok, certes. Non, le problème, c'est que vous n'allez pas lui demander les choses correctement. Une IA, en fait, c'est un outil informatique qu'on programme en langage naturel. Votre demande, c'est une programmation. D'accord? Je ne sais pas s'il est dans la salle, mais je ne crois pas, je l'ai croisé dehors. J'ai discuté une fois avec un propriétaire de gîte à Carcassonne. Écoute, si tu es là et que je ne te vois pas, je t'invite à lever la main. Non, c'est bon, il n'y est pas. Je vais pouvoir dire du mal. Et en fait, on m'avait dit, tu vas voir, il fait des trucs de fou avec ChatGPT et tout. Il faut vraiment que tu le fasses intervenir, cette table ronde. Et j'échange avec lui. Effectivement, il faisait des trucs de fou avec ChatGPT. Et je lui demande un peu son parcours. Et en fait, il me dit, bah, avant d'être propriétaire de gîte, j'étais professeur. Et je parle à l'IA exactement comme je parlais à mes élèves quand je leur demandais quelque chose. Une consigne claire, des éléments qui permettent de nourrir son travail pour aboutir au résultat de la consigne, et quelquefois un petit peu de la réponse dans la question. Et il arrivait à faire des choses incroyables, parce que c'est comme ça qu'il faut se positionner face à cet outil. Donc sortez, tant que vous avez envie de dire merci à l'IA, dites-vous que vous n'avez pas encore la bonne posture, ça va venir. Mais moi, quand je prends les prompts que je faisais il y a 2 ans et les prompts que je fais aujourd'hui, je me rends compte que ça n'a rien à voir en fait. Aujourd'hui, je suis clair, je suis concis, boum, 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 vas-y, bosse, et ça marche. Avant, voilà. Et ça m'est arrivé de dire merci moi aussi à l'IA il y a quelques années. Celle-là, elle est bien glauque d'image, j'aime beaucoup. 5e point fondamental, l'hybridation. Et c'est quelque part un peu un résumé de tout ce que je vous dis depuis tout à l'heure. Vous, en tant qu'utilisateur, vous devez amener la créativité d'usage. La créativité dans comment est-ce que je vais utiliser cette intelligence artificielle. Parce que ça, l'IA ne le fera pas à votre place. Où est-ce que vous allez la mettre dans votre travail? Quel usage créatif vous allez trouver par rapport à vos besoins? Ça va être à vous de le faire. Ensuite, vous allez amener l'intelligence. Je vous l'ai dit, l'IA n'est pas intelligente, d'accord? Elle est savante, elle a énormément de connaissances. Ensuite, vous allez amener votre expertise métier, primordiale, d'accord? Pas parce que l'IA n'a pas cette expertise, peut-être qu'elle l'a au fin fond de ses données, mais parce que vous, pour diriger correctement l'IA vers l'objectif que vous voulez atteindre, vous devez mobiliser votre expertise métier. Et le conseil que je vous donne, si vous débutez avec ces outils-là, ne demandez à l'IA que des tâches que vous savez faire. Parce que ça sera les tâches pour lesquelles vous saurez comment les demander à l'IA et les tâches pour lesquelles vous saurez vérifier si le travail a été correct. D'accord? Donc à partir de maintenant, ce que vous allez faire, à chaque fois que vous allez faire une tâche, si vous estimez qu'elle peut être faite par l'IA, mais que vous n'avez pas le temps d'essayer là et que vous voulez juste la faire, une fois que vous l'avez faite, posez-vous 3 questions. Première question, de quelle information j'ai eu besoin pour faire ce travail? Deuxième question, par quelles étapes de travail je suis passé? Troisième question, par quelles étapes de réflexion je suis passé? Si vous arrivez à répondre à ces 3 questions, vous avez tous les éléments qui vont vous permettre de faire un prompt efficace pour réaliser cette tâche-là. OK? Donc, votre expertise métier, expertise destination établissement, vous apportez les informations non publiques, les données sur votre établissement ou votre métier qui n'apparaissent pas sur Internet et qui donc elle ne peut pas posséder. Et l'IA générative, elle amène quoi? Ses connaissances, son savoir. OK. Elle amène des données. Ce que vous demandez de faire, un dossier de presse par exemple, un communiqué de presse. Mais dans sa base d'entraînement, des communiqués de presse, elle en a 200 millions. OK? Donc, il n'y a pas de souci. Elle va vous amener cette donnée, elle va vous la mettre à votre forme à vous et ça va passer. 3, la possibilité de faire des recherches de manière hyper avancée sur ces données-là. Aujourd'hui, avec la recherche approfondie, des recherches hyper avancées sur Internet. 3, enfin, pas 3, non, j'en suis en combien? 4. La rapidité. C'est un outil hyper rapide. Donc, il va vous faire gagner du temps. Parce que les recherches, vous auriez pu les faire, mais elle va les faire beaucoup plus vite que vous. Le résumé, vous auriez pu le faire, mais elle va faire plus vite que vous. Le compte-rendu de réunion, pareil, etc. Et le dernier point, elle va vous amener la multimodalité. Elle va vous donner la possibilité de lui donner du texte, de l'image, du son, et elle va en retour pouvoir vous donner du texte, de l'image, du code informatique, du JSON pour importer des données dans votre SIT, etc., etc. 6e point fondamental. Je vais pas trop vite? Non, je vais pas trop vite. Comprendre les biais. Bon, ça, on va aller assez vite. Comprendre les biais, c'est quoi? En fait, il faut juste comprendre une chose. Les biais, c'est notre faute. Les biais, c'est pas la faute de l'IA. Si quand je demande à l'IA une personne sur la plage, elle me fait 9 fois sur 10 une femme en bikini, c'est pas parce que l'IA a été développée par des développeurs mecs de 30 ans, cisgenres, etc. Non. C'est parce que nous, l'espèce humaine, depuis 30 ans, 9 fois sur 10, quand on met la photo d'une personne sur la plage sur Internet, c'est une femme en bikini. Donc l'IA, elle fait quoi? Elle dit, OK, une personne sur la plage, bon, je lui fais un homme ou je lui fais une femme? Il n'a pas dit. Bon, je vais aller voir dans les données d'entraînement. Bon, 9 fois sur 10, c'est une femme, je vais faire une femme.
Ah mais ok, mais je l'habille comment? Bah il m'a pas dit. Bon, je regarde, bah 9 fois sur 10, elle a un bikini. Alors oui, j'ai pas pu mettre bikini, sinon ChatGPT voulait pas me faire l'image. Voilà. Il a dit non, c'est à l'encontre de nos règles, de nos politiques. Donc j'ai dit maillot et ça a marché. Mais du coup, le visuel est un peu moins impactant. Bref, et donc, il me la met en bikini. Mais de la même manière que si je lui demande un SDF dans les rues de New York, 9 fois sur 10, ça sera une personne noire. Parce que dans ces données d'entraînement, 9 fois sur 10, c'est une personne noire. Donc au lieu de blâmer la technologie qui, ah, t'as vu, elle reproduit les biais. Elle reproduit les biais de qui? Les nôtres. OK? Donc le biais, il faut faire attention au biais, mais c'est pas forcément pour ça qu'il faut condamner la techno. Attention, le biais, c'est pas vrai que dans les images. Si je demande à ChatGPT ou n'importe quelle IA, fais-moi un plan de développement économique pour mon entreprise. Elle va pas me dire, eh ben écoute, tu la transformes en scope, tu donnes des parts de l'entreprise à tous tes salariés et vous prenez toutes les décisions collectivement. Non. Elle va me dire, écoute, tu vas avoir un banquier, tu fais un prêt, boum, tu trouves des investisseurs, boum, tu scales, boum, après tu vends en bourse, boum, et après tu revends et puis tu es tranquille. Pourquoi? Pareil, pas parce qu'elle a été codée par des méchants capitalistes dans l'ombre. Parce que dans les données d'entraînement de tous les modèles économiques qu'elle peut avoir, ben, il y a une surdominance du modèle capitalistique. C'est normal, c'est notre modèle dominant. Par contre, si je lui avais dit de me donner un programme de développement économique pour mon entreprise cohérent avec les valeurs de l'économie sociale et solidaire, ah ben là, il n'y a pas de problème, elle me l'aurait fait. Vous voyez encore une fois l'importance de votre demande. Si vous voulez éviter les biais, soyez précis. Première question que vous devez vous poser, c'est quoi le résultat que je veux précisément? La dernière fois, dans un office de tourisme, une salariée me disait « Oui, j'écris des romans pour les enfants depuis une dizaine d'années. Je ne sais même pas si c'est pour les enfants d'ailleurs. En tout cas, elle écrivait depuis une dizaine d'années sur son temps libre. Et elle dit « Quand je demande à ChatGPT son avis, c'est toujours génial. » Bah ouais, parce que ce que tu veux, c'est pas un avis, c'est une critique constructive. Donc demande-lui une critique constructive, pas un avis. Parce que moi, c'est pareil, si tu me demandes un avis, je vais te dire « Oui, c'est bien. C'est pas trop mon style, mais c'est bien. » Voilà. Donc l'IA, c'est pareil. C'est une critique constructive que tu veux. Et ne surestime pas l'IA. C'est pas parce que toi, tu sais ce qu'est une critique constructive, qu'elle a la même vision de la critique constructive que toi, ou qu'elle sait ce que c'est. Donc tu lui donnes des points d'analyse. 7e point fondamental, limiter les hallucinations. L'hallucination, c'est quoi? C'est une erreur, en fait, que fait l'IA. Mais c'est pas une erreur qu'elle fait parce que elle vous ment ou parce que, etc. Non, c'est juste qu'elle fait une erreur parce qu'elle n'a pas la donnée qui lui permet de vous répondre. Et que comme c'est un outil qui n'a pas été programmé pour vous dire « je sais pas », eh ben, du coup, elle vous fait une réponse toute bête, quoi, qui n'a rien à voir. Donc, vous allez lui poser une question, par exemple, sur un certain aspect du secteur du tourisme. Elle ne va pas trouver l'information, mais elle va la trouver pour le secteur de la culture. Elle va se dire, vas-y, culture, tourisme, bam, boum. Okay, et donc, elle va comparer les différences entre le secteur du tourisme et le secteur de la culture en général, et elle va inventer une réponse pour le secteur du tourisme qu'elle a basée sur la donnée qu'elle a trouvée pour la culture et la différence qu'elle a vue entre la culture et le tourisme. Moi, je grossis les traits, hein, mais globalement, c'est ça. Donc, ça, c'est les hallucinations. Donc, comment est-ce qu'on évite les hallucinations? Déjà, plus les modèles avancent, moins ils hallucinent. Première chose, toujours pareil, être précis dans votre demande. Plus vous serez précis dans votre demande, et moins vous serez sujet aux hallucinations. Deuxième chose, et être précis, ça peut vouloir dire, par exemple, plutôt que lui demander une tâche super compliquée, découper cette tâche en des plus petites tâches plus accessibles et demandez-lui de travailler par étapes autour de ces tâches. Et là, elle hallucinera moins parce que vous allez lui demander quelque chose de plus précis et de plus accessible. Vous pouvez les éviter en lui fournissant des données. Moi, aujourd'hui, je fais quasiment plus un prompt sans joindre un petit PDF, un Word, un truc avec, quoi, pour qu'elle ait de la donnée dont je suis sûr, de la donnée que j'ai validée, etc. Vous pouvez lui demander de faire une recherche sur Internet dans le prompt, comme ça, à la limite, si elle ne trouve pas les données dans ses données d'entraînement, elle pourra peut-être les trouver sur Internet. Et dans tous les cas, vérifiez systématiquement les réponses. Demain, on va vous parler d'automatisation, d'accord? Il y a une différence entre l'automatisation et l'autonomie. L'automatisation, c'est, il y a un humain en entrée, l'IA fait toute seule plein de choses, et il y a un humain en sortie. L'humain vérifie, enrichit, utilise, d'accord? Il y a toujours une vérification. 8e point fondamental, conserver une exigence de qualité. Souvent, la problématique, c'est que je vois en formation ou en mission de conseil des personnes qui veulent gagner du temps. Je comprends, hein, on est tous comme ça. Mais si vous ne visez que le gain de temps, en fait, vous tapez à côté du véritable objectif. Et en plus de ça, vous encouragez une utilisation de l'IA qui peut potentiellement avoir un impact négatif. Parce que si vous ne visez que le gain de temps, vous n'allez pas pouvoir reprocher à
un directeur, un président, un PDG, qui vous voulez, de se dire, bon, mais c'est bon, ils ont gagné du temps, donc maintenant je coupe la moitié de l'équipe, et eux, ils gagnent du temps, moi, je gagne des frais de fonctionnement. Quelque part, c'est la même chose que vous êtes allé chercher. Votre but, c'est pas de gagner du temps. Votre but, c'est de gagner du temps et de gagner en qualité. Moi, il y a des tâches sur lesquelles je peux gagner 50% de mon temps en utilisant l'IA. Eh ben, je ne gagne pas 50%. Je gagne 30%. Et les 20% qui restent, que j'ai réellement gagnés, je les utilise pour analyser la réponse de l'IA, l'enrichir, aller plus loin que ce que j'aurais été si j'avais fait la tâche moi-même. Le but, c'est du temps et de la qualité. Et vous gagnerez quand même du temps. Vous en gagnerez un peu moins, mais vous en gagnerez quand même. Parce que le problème, c'est que si vous baissez votre niveau d'exigence, il va se passer ça. C'est-à-dire qu'au début, vous allez utiliser l'IA à la marge dans votre travail. Et puis, vous allez faire des concessions. Vous allez dire, oui, c'est un peu moins bien que ce que je faisais, mais ça va, ça passe. Et puis, au fur et à mesure, vous allez les utiliser pour de plus en plus de choses. Et ça veut dire que pour de plus en plus de choses, vous passez d'une bonne qualité à une qualité qui, ça passe. Voilà. Donc, qu'est-ce que fait la qualité de votre travail global? Et la qualité de travail global de votre structure, il baisse. Donc, conservez votre exigence. Ce n'est pas parce que vous faites une tâche avec l'IA qu'elle doit être moins bien faite que quand c'est vous qui la faites. Bon, hein. Ça ne m'a pas donné des cours de français encore, l'IA. Bref, vous avez compris l'idée. Et même, au contraire, profitez-en pour aller plus loin que ce que vous faisiez avant. Parce que là, on est sur le bon usage. C'est un usage qui va pousser toute la structure vers le haut en termes de qualité, enlever de la charge mentale aux collaboratrices et collaborateurs parce qu'ils vont avoir plus de temps pour faire les choses. Et tout le monde gagne, en fait. La structure gagne parce qu'il y a plus de qualité. Les collaboratrices et collaborateurs gagnent parce qu'ils ont moins de charge mentale. Et à partir de là, sky is the limit. 9e point fondamental, passer en mode test and learn. Un beau terme anglophone. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'IA, il n'y a pas de recette magique. En fait, il faut que vous l'utilisiez. Aujourd'hui, c'est une technologie qui est jeune, qui bouge tout le temps. Alors nous, on essaye, les consultants, les formateurs, etc., on essaye en fait de se tenir, nous, au courant pour vous transmettre tout ça et vous dire, ben voilà ce que vous pourriez en faire, vous former, etc., etc. Mais en fait, quand on est dans cette phase-là, qui est une phase ascendante, qui est une phase où ils se tirent tous la course, ils ne vont pas nous attendre en fait, parce qu'ils veulent être le plus gros quand la bulle de l'IA va exploser. Comme en 2004, quand la bulle Internet a explosé, et qu'il ne restait plus que Amazon, Google et quelques gros acteurs. Ils veulent être ces gros acteurs quand ça va exploser, parce que ça va exploser comme toute bulle financière. Donc, ils ne nous attendent pas. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, il ne faut pas avoir peur. En fait, là, on est clairement dans le domaine de échec, mais j'apprends. Et je continue. Échec, mais j'apprends. Je teste un truc, ça marche, tant mieux, ça ne marche pas. J'ai appris quelque chose. Et la prochaine fois, je serai encore mieux faire la prochaine chose que je veux faire, etc., etc. Ce n'est que ça, en fait. C'est de la pratique, de la pratique, de la pratique. Nous, on est malin avec des réseaux, on vous vend des formations, etc. Mais on fait juste gagner du temps, en fait. Parce que comment on a fait pour arriver à ce programme-là? Avec Benoît et Carnot, on s'est regardé et on s'est dit, OK, là, pendant 6 mois, on prend 2 jours de la semaine, on facture rien, on fait que de l'IA, que de la R&D. Et on a testé, 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 on a compris comment ça marchait, on a compris où est-ce que ça pouvait être utile, etc. Et c'est ça qu'on vous transmet aujourd'hui. Mais vous auriez pu le faire. C'est juste que nous, on avait le luxe de pouvoir prendre le temps de le faire. D'accord? Parce que c'était de l'investissement pour plus tard, parce qu'on est le premier métier menacé. Donc, il fallait bien qu'on fasse quelque chose. Et donc voilà, donc vous devez rentrer dans cette logique-là. Et vous devez rentrer dans cette logique-là collectivement. Dans la structure, collectivement, vous partagez vos trouvailles, vous partagez vos échecs. C'est comme ça qu'on avance. Nous, on a tout partagé au sein d'Idério. Voilà. Et comme tout le monde fonctionne différemment, ça marche. Benoît, qui est très ingénieur, très point 1, point 2, point 3, il a trouvé des trucs auquel moi, je n'avais même pas pensé. Arnaud, qui est très cartésien, qui est très sur le terrain, qui est très problématique des professionnels du tourisme, il a trouvé d'autres choses. Et moi, qui ai plutôt une formation de com, et donc voilà, on m'a appris que les bonnes idées, on les avait sous la douche le matin. Bon, bah, j'ai pas la même approche, quoi. Je suis plus dans l'exploration, je suis plus dans les coups, je te donne tout ça, on fera le tri après, etc. Mais j'ai découvert du coup d'autres trucs. Et c'est parce qu'on a mis en commun tous les trois, dans une logique d'apprentissage par l'expérience, qu'on est arrivé à monter aussi vite. Donc allez-y. C'est une technologie où on doit perdre du temps au départ pour en gagner ensuite. Et le dernier point, c'est cool, il y aura du temps pour vos questions. Et le dernier point, alors ça c'est plus une ressource pour vous, mais globalement, c'est comment on organise, on intègre l'IA dans une logique globale de structure. Donc là, on n'est plus sur la personne, mais il va falloir organiser ce point.
Donc ça, je vous le mets comme ça, vous le verrez quand vous pourrez télécharger les supports. Mais globalement, c'est un peu ce dont on a parlé avec Véro ce matin sur l'atelier Manager avec l'IA. C'est-à-dire que la manière, c'est pas quelque chose, c'est pas un projet de plus dans l'entreprise. C'est quelque chose qui va structurellement transformer l'organisation. Donc en fait, vous avez 5 phases. Vous avez la phase d'exploration et d'acculturation. Il faut que tout le monde comprenne quelle est cette technologie, à quoi elle sert, comment elle fonctionne. Il va falloir sensibiliser sur les enjeux, parce qu'il y a des enjeux environnementaux. D'accord ? Il y a beaucoup d'enjeux importants. Ne faites pas, souvent je dis ça, mais n'allez pas utiliser ChatGPT ou même Perplexity, qui est une super moteur de recherche, enfin moteur de réponse, pour savoir quel est le temps de cuisson d'un œuf dur. D'accord ? Ne faites pas de l'IA votre moteur de recherche par défaut. Vous n'allez pas brûler une forêt pour savoir combien de temps il faut cuire un œuf dur. Donc il faut aussi là-dessus réfléchir et réfléchir collectivement à l'échelle de la structure, à l'échelle de l'entreprise. Et acculturer les équipes, bien sûr. Après, passer dans une logique de diagnostic et de stratégie. Quel besoin, quelle opportunité. La donnée, pas de projet. 80% des projets IA dans les entreprises qui se plantent, c'est à cause de la donnée. Vous avez une chance, vous avez les SIT dans votre secteur. Les SIT, c'est de la donnée structurée, c'est de la donnée à jour, etc., etc. Génial, vous allez pouvoir faire des choses avec ça. Par contre, pour vous connaître un petit peu, parce que c'est quand même 20 ans que je travaille dans ce secteur, si je commence à vous demander votre fichier client, ça va être un petit peu plus compliqué peut-être. Donc faire quelque chose avec l'IA sur votre fichier client, là, ça va être un peu plus tendu. Donc la donnée, importance, la gouvernance des données. Ensuite, on passe en mode d'expérimentation, prototypage, on choisit ses outils, on travaille dans la pratique, on essaye, on échoue, et là, les choses émergent. Et on commence à faire des choix d'outils parce qu'on sait que c'est cet outil-là qu'il nous faut. Et donc, on déploie ces outils et au final, on évalue et on reste dans cette logique de développement continu. Et le plus important, c'est pas tout ça, c'est ce qu'il y a écrit à gauche. Tout ça, on le fait dans une logique de collaboration, une logique de communication, une logique d'agilité et une logique centrée sur l'humain. La valeur reste l'humain. L'IA, c'est un outil. S'il est mal utilisé, il fait du mauvais travail. S'il est bien utilisé, il fait du bon travail. Donc la valeur de la qualité reste au niveau de l'humain. Et si vous voulez travailler l'humain, d'ailleurs, je vous inviterai à aller voir Véro, qui travaille très bien l'humain. Moi, je t'en place une petite, comme ça. Je t'en prie. Nous voilà arrivés à la fin. Je vous remercie et je vous invite à me poser toutes les questions que vous voulez, soit là-dessus, soit sur l'IA. Et je ferai en sorte d'y répondre aussi bien que je peux. Je vous en donne deux. Je vous en donne deux. Allez. Hop, je suis désolé, je suis allé un peu vite, mais je voulais vraiment qu'on ait le temps. Parce que je sais que c'est une technologie qui soulève beaucoup de questions. Vous posez tous beaucoup de questions. N'hésitez pas, il n'y a pas de questions bêtes, il n'y a pas de questions. Parce que moi, je peux continuer à vous en parler pendant 1 heure, mais ça serait dommage. Bon, qui utilise l'IA tous les jours, là, au quotidien, dans son travail? Ok, c'est pas mal déjà. Qui utilise autre chose que des IA génératives de texte? Un peu moins déjà, mais c'est pas mal. Oh. Ok. Qu'est-ce que je pourrais vous poser comme question? Qui a, d'après lui ou elle, la bonne posture par rapport à l'IA? Qui n'a plus envie de dire merci? Ah, c'est bien. Ah, ça me fait plaisir, ça. Super. Bon, c'est bien, vous êtes prêts. Qui a commencé à déployer de l'IA en front sur son public cible, en fait, sa clientèle, ses visiteurs potentiels, etc. etc. Ok. Un peu moins déjà. C'est assez significatif en fait. Aujourd'hui, quand vous regardez, vous vous rendez compte qu'il y a beaucoup de, pas forcément dans le tourisme, mais notamment dans le retail, dans le e-commerce, etc. Il y a beaucoup de projets autour de l'IA qui ont été lancés. Et en fait, il y en a très peu qui sont, alors rentables, je ne sais pas, mais en tout cas pour lequel le ROI est parfaitement identifié. Et il y en a beaucoup où ils ne savent pas pourquoi ils l'ont fait, en fait. Donc ne tombez pas là-dedans. Ne faites pas de l'IA pour faire de l'IA. N'utilisez pas l'outil pour utiliser l'outil. Surtout, ne faites pas de l'IA parce que ça va être cool. Le conseil d'administration, on va leur dire qu'on a lancé un projet IA, ils vont être contents. Voilà, non. L'IA, elle se fait en fonction de besoins. L'IA, elle se fait en fonction de constats. Et l'IA, elle se travaille petit à petit, individuellement et collectivement. Okay ? Pensez vraiment à ce côté collectif. Et si dans la salle, il y a aussi des directrices et des directeurs, etc., je vous encourage vraiment, mais vraiment, à rentrer dans une logique de projet, dans une logique de gestion du changement, parce que le changement qui arrive est un changement profond, et si vous le traitez comme n'importe quel autre projet,
que vous ne prenez pas en compte l'intégralité des impacts qu'il va avoir, vous allez aller dans le mur, que ce soit au niveau managérial ou au niveau opérationnel. OK? Toujours pas de questions? Ah, merci. Oh, 2, parfait. Vas-y, je t'en prie. Attends. Aurélie, c'est Arte Nouvelle-Aquitaine. J'étais sur un atelier ce matin sur la donnée, les cités. Comment faire en sorte que les IA utilisent nos données et que nos données soient perçues comme une source fiable et intéressante à reprendre? Est-ce qu'on a intérêt à ça? Alors, je vais commencer par la plus facile. Est-ce qu'on a intérêt à ça? Bah oui, c'est évident. En tout cas, là, je parle des institutionnels du tourisme, d'accord? OT, CDT, CRT, etc. Oui, parce que votre mission, c'est de transmettre à un client potentiel la donnée la plus séductrice, immersive, à jour et utile de votre territoire. Quel que soit le canal. Votre but, c'est de donner de la visibilité à votre territoire. Donc, que votre donnée elle est servie à une IA pour faire la bonne réponse par rapport à un client potentiel, ou que votre donnée elle ait été vue par ce même client sur votre site internet, ça ne change rien. Ça vous fait juste plus plaisir quand c'est sur votre site internet. Mais dans les deux cas, votre mission elle est remplie. Vous avez apporté une information de qualité et séduisante à un client potentiel. Donc oui, il faut y aller. Là-dessus, j'ai pas de doute. Après, la première question, c'est plus compliqué, c'est plus technique. Aujourd'hui, moi, tout ce que je peux vous dire, c'est que quand les IA sont en mode recherche ou dans les moteurs de recherche qu'on appelle moteurs de réponse, c'est-à-dire motorisés par l'IA comme Perplexity, que je vous invite vraiment à utiliser, c'est un super outil, ou dans la nouvelle version de Google à laquelle nous, on n'a pas accès encore en France, ça change quand même la manière dont on est référencé. Donc, si vous voulez que ces IA utilisent vos données, il va falloir qu'elles vous trouvent et qu'elles trouvent vos données. Et une IA qui va rédiger un texte, et là, encore une fois, je ne parle pas des LLM dont on a parlé, parce que c'est encore une autre technique, c'est eux qui choisissent avec quelles données ils entraînent leurs IA, mais globalement, c'est une source qu'elle cherche, d'accord? Google, dans son fonctionnement avant, vous lui posiez une question, il vous sortait dans la première page une 25 sites qui potentiellement répondent à votre question avec un contenu derrière. Et vous, il fallait cliquer sur tous les contenus pour voir, en fait, et construire votre réponse. Là, il vous rédige la réponse au regard des sites qu'il a remontés. Du coup, ce n'est plus des sites qui sont un résultat de recherche, c'est des sites qui sont une source. Et on n'évalue pas une source comme on évalue un résultat de recherche. Ils vont vouloir de l'expertise, ils vont vouloir de l'autorité, ils vont vouloir de la légitimité, etc., etc. Et ça, c'est hyper intéressant parce que nous, quand on fait nos tests et qu'on lance des recherches liées au tourisme sur ChatGPT en mode recherche, Perplexity ou le nouveau Google en se connectant en VPN, on se rend compte que dans le top 5 des sources, il y a systématiquement un ou deux organismes de promotion touristique. Un OT, un CDT, un CRT. Systématiquement. Parce qu'au regard de ces acteurs-là, vous êtes identifiés comme des acteurs publics. Alors dans les faits, la plupart d'entre vous être semi-publics, mais pour un outil développé aux États-Unis, si vous voulez, semi-public, c'est du communisme. Donc vous êtes public. Et du coup, ils vous identifient comme un acteur non commercial, donc un acteur fiable. Et comme en plus, vous traitez d'un territoire qui, à l'échelle de la planète, est quand même un tout petit territoire, notamment pour les offices, ben ça vous donne en fait un niveau d'expertise hyper fort sur ce territoire-là. Par contre, il va falloir le valoriser. Donc, si vous voulez que les IA vous identifient comme des acteurs pouvant avoir des données utiles, il va falloir créer encore plus de contenu et de contenu expert. D'accord? Donc, c'est un peu la même logique que le SEO, le référencement naturel jusqu'à présent, mais il vous faudra vraiment des contenus qui répondent à des questions précises. Vous ne me faites plus une page avec la randonnée chez nous, préparer sa randonnée, que prendre en randonnée, les circuits de randonnée. Non, c'est une page sur comment on prépare la randonnée, une page sur qu'est-ce qu'on prend dans la randonnée, et une page sur le top des randonnées, etc. Ce que vous faisiez déjà si vous êtes dans une logique de cocon sémantique, etc. Mais on est encore plus là-dedans. Voilà. Donc c'est tout ce que je peux vous dire aujourd'hui, c'est comment être bien référencé. Après, comment est-ce qu'ils vous identifient et qu'ils vous ajoutent dans les données d'entraînement? Je pense qu'ils l'ont déjà fait. Mais s'ils ne l'ont pas fait, par contre, là, je n'ai pas la réponse. Peut-être que d'autres l'auront. Parce que c'est un peu leur secret de fabrication. Vous avez une question? Oui. Ah, faut que je me lève. Bonjour, merci pour cette présentation synthétique. Donc, Office du tourisme du Pays des Écrins, Hautes-Alpes. Bonjour. Je me rassois, du coup, je suis très fatiguée.
Ça, c'est les Hautes-Alpes, le changer d'altitude. C'est fou, je descends d'un cran. Par rapport au 7e point, éviter les hallucinations, j'étais étonnée quant au fait que finalement, elle invente l'IA. Donc, l'IA invente, c'est-à-dire qu'on ne lui a pas appris à dire non. Ou est-ce que c'est parce qu'elle fait preuve de créativité? Alors, je pense que les concepteurs de l'IA vous diraient qu'elle fait preuve de créativité. Moi, je vous dirais, c'est parce qu'on lui a jamais dit de dire non. La première chose que fait un prestataire, par exemple, qui va vous faire un chatbot IA, la première directive qu'il met dans le prompt qui va gérer le chatbot, c'est quand tu ne sais pas, tu diras que tu n'as pas la réponse et tu redirigeras vers tel support, tel numéro de téléphone, tel mail. D'accord? Parce que ce n'est pas ancré dans le modèle, ça. Et c'est d'ailleurs un autre problème. Nous, ça fait, c'est ce que je disais ce matin, là, ça fait des années. Un moment avec Benoît qu'on essaye de faire des plannings à l'IA. Mais en fait, le problème, c'est que l'IA, même si elle identifie que le planning n'est pas faisable, parce qu'il faudrait demander à une telle de déplacer son RTT ou à un tel de changer son jour de télétravail, elle va quand même le faire parce qu'elle veut donner une réponse. Donc, elle fait un planning qui est complètement faux. Au lieu de nous dire, en fait, avec les critères actuels, votre planning, il n'est pas faisable. Déjà, parce qu'elle n'est pas assez intelligente, peut-être, pour ça. C'est pour ça qu'avec les modèles de raisonnement, ça change. Et de 2, parce que l'IA, elle a été programmée comme un mauvais commercial. D'accord? En école de commerce, on vous dit non n'est pas une réponse. Ben voilà. Ok, mais ça veut dire que typiquement, dans le prompt, on pourrait rajouter si tu ne sais pas, tu dis rien, ou alors tu dis que tu ne sais pas. Le problème, c'est comment elle identifie qu'elle ne sait pas. Et oui, là, vous partez du principe que l'IA a une intelligence interne qui pourrait lui faire dire à un moment donné non, mais là, je ne sais pas, je vais lui dire que je ne sais pas. En fait, non. Elle a été programmée pour faire un calcul statistique. Donc, elle fait une moyenne. Et si elle estime qu'elle a choisi les bonnes données pour faire sa moyenne, elle vous rendra un résultat quoi qu'il arrive. Le problème, c'est que si son choix de données il est mauvais, ce sera une hallucination. Donc, il n'y a pas vraiment de manière de le contrer par le prompt, si ce n'est d'être hyper précis sur ce que vous demandez, juste pour pouvoir identifier plus facilement l'hallucination. Ou alors de lui demander de faire des recherches sur Internet en plus, etc., etc. Moi, ce que je vous conseille dans tous les cas, c'est de toute manière d'essayer de maîtriser au maximum la source de données. Et donc, si vous avez de l'information sur le sujet sur lequel vous voulez qu'elle travaille, sous forme de PDF, de Word ou je ne sais quoi, donnez-lui, en fait. Plus vous allez lui donner de la donnée, et plus le travail sera efficace. Mais par le prompt, à ma connaissance, après, je ne suis peut-être pas non plus... voilà, je ne vis pas à San Francisco, je n'ai pas fait des études d'ingénieur, mais à mon avis, à ma connaissance, non, il n'y a pas vraiment de manière de donner une directive qui évite l'hallucination. Pourquoi on peut le faire avec un chatbot IA? Parce qu'en général, il est branché sur votre SIT. Donc, le champ de données, il est très clair. Et donc, l'IA, elle identifie très facilement qu'elle n'a pas la donnée. Parce que c'est que de la donnée objective. Donc, je n'ai pas de données sur l'établissement Trucmuche. Je dis que j'en ai pas et qu'il faut contacter machin. Voilà. Merci. Je vous en prie. Écoutez, nous avons dépassé d'1 minute, c'est donc l'heure de nous quitter. Je vous remercie beaucoup pour votre écoute. Merci encore, et peut-être à tout à l'heure du coup. Merci.